je propose qu'on passe donc à notre cycle des énergies renouvelables avec 3 intervenants que sont Thierry Lepercq, Vincent Rivière et Mathieu Lassalle. Et je vous avais promis, j'avais commencé France Culture, le précédent cycle. Et donc là, nous allons commencer avec la rentrée littéraire, puisque Thierry Lepercq est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Hydrogène, le nouveau pétrole », qui a été mon 2e bonheur culturel de l'été, après Pascal Beaumarchais. Le nouveau pétrole. Je ne veux pas spoiler, comme on dit, c'est pas un roman, mais ça se lit comme un bouquin, j'espère que vous l'avez sûrement tous lu, de Daniel Irving, qui s'appelait The Prize, qui a montré comment toute l'histoire du XXe siècle, le lien entre pétrole et l'histoire économique, mais aussi l'histoire géostratégique, voire militaire, s'était déroulée. Et manifestement, l'auteur de cet ouvrage a su en tirer le sel pour le XXIe siècle, puisqu'il file la métaphore autour de 7 batailles. Et ça commence comme la guerre de Troie, avec un oracle qui s'appelle l'oracle de Vienne. Mais j'en ai trop dit, la parole est à Thierry Lepercq. Il est à vendre, il y reste un nombre très limité d'exemplaires donc, à la librairie. Et je ne touche rien sur la vente des exemplaires. Et Thierry peut le dédicacer. Alors, je vais promettre ici de retransmettre tous mes droits d'auteur à E5T pour contribuer à sauver la planète. Voilà. Bon. Je ne vais pas le demander. Merci Luc, merci Myriam. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous ici pour vous parler de quelque chose à la fois enthousiasmant, et on a un esprit léger ici, et grave. Et grave parce que le moment est grave. Panique. C'était le 25 juillet dernier. J'étais dans les rues de Paris. J'allais à un rendez-vous avec patronne énergétique d'Agafa. Et j'ai croisé le patron d'une grande banque française. On se connaît. Ah, j'ai oublié de dire, il faisait 42 degrés. Et il me dit, Thierry, nous, dans notre établissement financier, dans le peu d'instants qu'on a eu à discuter, il m'a dit, on a un scénario. Les banquiers font des scénarios. Un scénario panique. Panique des populations, panique des marchés financiers. Pas panique dans 30 ans, panique peut-être très bientôt. Pourquoi? Parce que les faits sont là, et quand les faits sont là, et qu'il n'y a plus de doute, et qu'il n'y a pas de solution, la panique est là. Si Patrice Geoffron avait été là, il vous aurait expliqué le complexe de l'épingle à cheveux. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que plus on se rapproche de l'échéance de 2030, citée par le GIEC, plus la pente avec laquelle nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre est forte. Il y a 2 ans, c'était 40%. Le GIEC maintenant nous dit 45%. Dans un an, ça sera 50%. Si on continue comme ça, il faudra faire 60% de baisse en un an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire très simplement qu'il faut sortir des combustibles fossiles. Et là, je voudrais faire peut-être un petit sondage rapidement. Qui, ici, dans cette salle, pense qu'on peut répondre à cette urgence climatique sans réduire massivement et très rapidement nos émissions, mais surtout notre consommation de combustibles fossiles? Parce qu'on parle d'émissions de gaz à effet de serre, mais on se dit, mais d'où ça vient? Ben, ça vient des combustibles fossiles. Zéro carbone, ça veut dire, allez, je vais le prendre un autre fois, ça veut dire zéro combustible fossile. Quand? Tout de suite. Tout de suite. Oui, mes amis, je crois qu'un jour, l'eau sera employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou séparément, fourniront une source de lumière, de chaleur, que la houille ne saurait avoir. Oui, mes amis, l'eau est le combustible de l'avenir. Jules Verne, L'étoile mystérieuse, 1874. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1874 avec une technologie qui existe depuis 2 siècles?
qui s'appelle l'électrolyse, eh bien son heure est arrivée. Alors pourquoi est-ce que son heure est arrivée? Très rapidement, l'électrolyse, H2O, hein, allez voir l'océan à côté, imaginez que dans l'océan, vous avez l'équivalent de la moitié des eaux qui sont dans l'océan sous forme d'énergie. Dans 1 litre d'eau, il y a l'équivalent d'1 demi-litre d'essence. C'est ça l'électrolyse. Il y a de la ressource. Pourquoi est-ce qu'on y arrive maintenant? Et là, je vais prendre ma casquette de nouveau pétrolier, nouveau gazier. Upstream, midstream, downstream. Alors, je vais citer pas mal de chiffres. 14,76. Les spécialistes du solaire auront reconnu le prix de l'appel d'offres qui vient d'être attribué au Portugal. 14,76 euros du mégawattheure. 6 ou 7 fois moins cher que cette énergie sympathique qu'on nous a présentée avant. Donc honnêtement, la messe est dite. Hein. Bien. L'avenir, ça sera 100% solaire. Autre chiffre, 196 gigawatts. C'est la file d'attente solaire en Espagne. 196. Ça croît de 15 gigawatts par mois. Ce sont des vrais projets. Des projets sur lesquels le foncier est identifié. Simplement, ils ne sont pas totalement sûrs d'être connectés sur un réseau qui, lui, est un réseau à 40 et quelques gigawatts. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que la source d'énergie dont on a besoin pour faire l'électrolyse, elle est là, elle est infinie, elle est gratuite ou quasiment. Alors, il nous faut aussi quelques autres choses. Alors, je voudrais ici saluer mon ami Adamo Screcci, qui est le patron de l'activité électrolyse du plus grand, du leader mondial, hein, il faut le dire, qui n'est pas français, mais c'est bon, c'est un Français qui est à sa tête, qui est ThyssenKrupp. Et il y a quelques mois, avec Adamo, on a réuni l'ensemble de l'industrie française, c'était avec la FIPAC, l'Association française de l'industrie, avec la question 1,5 $ du kilo, formulé différemment 38 $ du mégawattheure. Est-ce que l'hydrogène vert peut être compétitif avec les combustibles fossiles en 2020? On a réuni tous les acteurs industriels, tous les acteurs... Et la réponse était oui. Oui. Alors si on produit tout ce produit, c'est l'upstream, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il faut d'abord le transporter. Et le 29 novembre prochain, à Rotterdam, sera annoncé un très grand projet d'autoroute de l'hydrogène qui va rassembler l'ensemble des opérateurs gaziers européens, italiens, espagnols, français aussi, allemands, pour transporter ce gaz solaire qui va être produit dans des quantités considérables, on parle de millions de tonnes, très rapidement, et pour être distribué partout en Europe. 29 novembre, Rotterdam. Et puis, pas très loin d'ici, il y a une première. Nous avons un énorme site industriel. Oui, il y a encore des sites industriels en France, ici même en Nouvelle-Aquitaine. Un site chimique qui consomme l'équivalent de 50 000 tonnes d'hydrogène par an. Et, bon, ce n'est pas encore public, mais je le dis quand même, sur ce site, eh bien, on va travailler à transformer la consommation, qui est aujourd'hui une consommation fossile, 50 000 tonnes d'hydrogène issu du gaz naturel par le processus du vaporéformage du méthane, par de l'hydrogène solaire. Nous sommes en même temps, je vous ai parlé d'un GAFA. Ce GAFA, il a conscience de ce qui a été évoqué ce matin, c'est-à-dire que la consommation est en train d'augmenter très rapidement, la consommation d'énergie, et il a l'intention de consommer 100% d'énergie renouvelable, non pas virtuellement, ce qu'il fait aujourd'hui en signant des contrats d'achat d'électricité solaire et éolienne à des endroits où il ne consomme pas de l'énergie et à des heures où il ne consomme pas d'énergie. Ce qui est un peu d'ailleurs ce qu'on appelle le RE100, qui est une petite aventure de communication, à titre personnel, je pense un peu de fraude. La bonne nouvelle, c'est que des gens comme cette entreprise, qui seront naturellement suivis par les autres, vont passer sur le 100%. Et moi, je voudrais dire qu'il se passe quelque chose ici, pas simplement à côté de Bordeaux, où cette usine est en train d'être construite, parce que ce territoire ici est en train de se mobiliser. Et d'ici le mois de décembre, le vice-président Françoise Poutin en a parlé,
Un rapport sera remis au président Rousset, avec lequel nous travaillons pour ce qui nous concerne, avec la FIPAC, qui va montrer comment l'ensemble des acteurs industriels de ce territoire vont utiliser cette ressource tout à fait considérable qui se présente aujourd'hui, en mobilisant les différents acteurs des territoires. Alors quand tu dis acteurs, c'est à la fois des développeurs, nous on travaille bien sûr aussi avec des grands développeurs, il y a d'excellents développeurs d'énergie renouvelable ici en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a des opérateurs d'infrastructures très mobilisés, et puis il y a aussi des utilisateurs et des territoires et des collectivités qui se disent on veut faire zéro carbone, mais pas zéro carbone virtuel, zéro carbone, c'est-à-dire sortir complètement des combustibles fossiles. Nous avons l'opportunité de le faire. Moi, je voudrais dire à Myriam, je voudrais que l'année prochaine, ici même, on présente ces projets industriels, de voir comment la région Nouvelle-Aquitaine se réindustrialise, crée des emplois, montre qu'elle est un pionnier et qu'elle va... Alors j'anticipe un petit peu sur un programme qui n'est peut-être pas encore celui du président Rousset et de la région. Neutralité carbone en 2030. Ça peut être fait ici. Merci. Merci beaucoup. Merci Thierry. La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter la nécessité d'entreprendre. Je crois que ce sera ça pour l'année prochaine.